Aujourd'hui, pour la partie B, le traité de Maastricht, étape décisive pour l'Europe. Donc, dans cette partie, nous allons nous demander pourquoi le traité de Maastricht, justement, est-il une étape essentielle de la construction européenne. Donc, on est toujours dans le travail sur l'affirmation et la mise en œuvre du projet européen depuis 1945, hein. On va travailler avec votre livre, page 130-131 cette fois-ci. Voilà. Alors, tout d'abord, où est Maastricht? Première chose, puisqu'en effet, ce traité, en fin de compte, porte le nom de la ville où il a été signé. Donc voilà, c'est une petite ville, en effet, aux Pays-Bas. Vous l'avez juste ici, d'accord, qui marque la limite entre la Belgique et les Pays-Bas. Je comprends le sens général des documents, donc on va se demander quels sont les objectifs principaux du traité de Maastricht, justement. Alors, regardez déjà le document 2. Faire l'Europe, c'est faire le poids. Faire le poids contre qui? Je pense que c'est assez clair, hein, bien entendu contre les États-Unis et contre la Chine. Donc les enjeux du traité de Maastricht, c'est quoi? C'est justement avoir sa place sur la scène mondiale, d'accord, et faire le poids face aux deux grands que sont les États-Unis et la Chine. Donc en effet, les enjeux du traité de Maastricht, affiche du Parti socialiste français à l'occasion du référendum sur le traité de Maastricht 1992. Le terme référendum, on l'a déjà vu, hein, donc si vous n'en souvenez plus, regardez les cours précédents. Donc, document 1, les objectifs du traité de Maastricht. Les chefs d'État des 12 pays membres de la CEE, désireux de renforcer le caractère démocratique et l'efficacité du fonctionnement des institutions, résolus à renforcer leurs économies et à établir une union économique et monétaire, comportant, conformément aux dispositions du présent traité, une monnaie unique et stable, déterminée à promouvoir le progrès économique et social de leur peuple, résolus à établir une citoyenneté commune aux ressortissants de leur pays, résolus à mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune qui pourrait conduire, le moment venu, à une défense commune, renforçant ainsi l'identité de l'Europe et son indépendance afin de promouvoir la paix, la sécurité et le progrès en Europe et dans le monde, réaffirmant leur objectif de faciliter la libre circulation des personnes tout en assurant la sûreté et la sécurité de leur peuple, en insérant des dispositions sur la justice et les affaires intérieures dans le présent traité, ont décidé d'instituer une Union européenne. Alors, d'après ces deux documents, quels sont les objectifs principaux du traité de Maastricht? Donc, ils sont surtout présents dans le document 1 et dans le document 2 pour la généralité. Donc, en effet, je pense que c'est assez clair. D'accord? On veut en effet faire le poids face aux autres politiques étrangères, pouvoir se défendre. Voilà. Donc, en effet, le traité de Maastricht ou traité de l'Union européenne a apporté des nouveautés au traité de Rome qui souhaitait déjà maintenir la paix dans les pays européens et être compétitif économiquement face au reste du monde, les USA et la Chine, comme nous l'a montré le document 2. Ce traité rajoute donc trois piliers au document de Rome: la citoyenneté européenne, l'union économique et monétaire avec l'euro, et la politique étrangère et de sécurité commune, le PESC. Vous avez la définition dans votre livre, page 133, normalement on l'avait déjà lu, hein. Voilà. Question 2. Quelle est la nouveauté économique introduite par ce traité? Je pense que c'est assez clair, hein. Voilà, bien entendu. Voilà, l'euro. Ici, le portail d'entrée sur le billet symbolise l'esprit d'ouverture et de coopération qui règne en Europe. Le pont représente le lien unissant les peuples européens entre eux et avec le reste du monde. Voilà. Donc bien, la nouveauté économique introduite par le traité est bien cette monnaie unique, l'euro, celle qu'on utilise tous les jours encore actuellement. Question 3, documents 1 et 4. Quels éléments du traité montrent que les États membres entendent aller au-delà de la seule coopération économique? Alors le document 1, on l'a déjà lu. On va juste lire donc le document 4. Je comprends le sens général des documents toujours. La création d'une citoyenneté européenne. Traité de Maastricht, 7 février 1992. Article 8.1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. Article 8A.1. Tout citoyen a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Article 8b1. Tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Article 8b2.
Tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Donc, quels éléments du traité montrent que les États membres entendent aller au-delà de la seule coopération économique? Je pense que l'article 4 est encore plus parlant que l'article 1. L'article 1 vous liste tous les objectifs, l'article 4 vous développe un des objectifs. Donc, je pense que c'est clair en effet. Ce traité, il va plus loin puisqu'il institue clairement une citoyenneté de l'Union. On n'est pas seulement citoyen français, on est également citoyen européen. Donc les États membres veulent renforcer cette coopération économique par une citoyenneté européenne de superposition qui ne remplace pas la citoyenneté nationale de chaque pays. Question 4, documents 4 et 5. Qui est citoyen européen? On a déjà en partie répondu à la question. Et quels sont les droits du citoyen européen? Donc document 4, on l'a déjà lu à l'instant. Document 5. Le droit de vote aux élections au Parlement européen. Regardez un petit peu tous ces drapeaux. Et qu'est-ce qui est marqué en dessous? Donc au milieu, carte électorale. Citoyen français ou de l'Union européenne, inscrivez-vous sur les listes électorales avant le 31 décembre 2008. Donc en effet, le droit de vote aux élections au Parlement européen est destiné aux citoyens français ici et aux citoyens de l'UE. Donc qui est citoyen européen? Bien entendu, tous les citoyens de l'Union européenne, tous les citoyens de chacun des pays de l'Union européenne et citoyens européens. Et quels sont les droits des citoyens européens? Déjà, première chose qui est mise en avant dans le document 5, c'est le droit de vote, bien entendu. Voilà. Donc, et bien entendu, divers droits civiques. Donc, les citoyens européens sont tous les citoyens des pays de l'Union européenne. Cette citoyenneté garantit le droit de circuler, de séjourner, de travailler dans l'Union, des droits civiques et politiques et des garanties juridiques. Nous, à Strasbourg, en fin de compte, on vit totalement ça tous les jours parce qu'on est à côté de la frontière allemande. Trace écrite donc. Suite à l'échec du projet de l'armée européenne, les Européens décident de concentrer l'effort sur les aspects économiques. L'Europe se fera par le marché. En 1957, les représentants des six se retrouvent à Rome pour signer les traités instituant une communauté économique européenne appelée CEE et une communauté européenne de l'énergie atomique appelée CEEA, aussi appelée Euratom. La CEE vise à l'horizon de 1968 la création d'un marché commun européen dans lequel les marchandises pourront librement être échangées sans subir de droits de douane. Ces communautés européennes témoignent de la volonté d'intégration supranationale. Elles sont dirigées par institutions européennes supranationales, par les institutions européennes supranationales, la Commission européenne, la Haute Autorité, etc. Depuis 1992, la CEE veut aller plus loin dans le processus de la construction en renforçant son intégration. On parle donc d'approfondissement. Elle accueille aussi de nouveaux membres. Il s'agit des élargissements. Les succès de la CEE suscitent de nouvelles demandes d'adhésion. Ces élargissements s'échelonnent de 1973 à 2013 et font passer la CEE, devenue l'Union européenne en 1993, de 6 à 28 membres. En 1992, les Européens signent le traité de Maastricht. Ce traité crée une citoyenneté européenne, renforce les pouvoirs du Parlement européen, réaffirme la libre circulation en Europe et crée l'Union économique et monétaire, l'UEM, qui laisse entrevoir la création de l'euro à l'horizon 1999-2002. Le projet de constitution européenne présenté en 2004-2005 propose donc une intégration plus marquée. Il est cependant rejeté par référendum par les Français et les Néerlandais en 2005. Il faudra donc attendre le traité de Lisbonne de 2007 pour que l'Europe se dote d'un président du Conseil européen et d'un haut représentant de l'Union européenne et pour qu'elle change son mode de gouvernance interne. Définition à connaître maintenant. Supranationale, c'est donc un adjectif désignant les institutions qui sont au-dessus des États. Elles sont indépendantes d'eux et prennent des décisions autonomes dans l'intérêt de la communauté sur laquelle leur autorité s'exerce. Fédéralisme. Le fédéralisme est une théorie politique visant à créer un ensemble politique intégré agrégeant des entités étatiques diverses, jouissant d'un certain degré d'autonomie et déléguant à des instances supranationales et communautaires un certain nombre de compétences. Intégration. L'intégration est un processus visant à accentuer l'interdépendance entre des territoires jusqu'alors séparés. L'intégration passe par la circulation et les échanges et par des politiques communes. PESC. Politique étrangère et de sécurité commune. Politique qui encourage la coopération des États membres dans les domaines de la diplomatie et de la défense. Conclusion de cette partie de chapitre. Donc, la construction européenne avait pour objectif de redonner au continent européen toute sa place dans les équilibres géopolitiques et géoéconomiques mondiaux. De fait, l'Europe est un pôle majeur de la mondialisation.
Elle est la première puissance commerciale mondiale et l'euro est devenu une monnaie d'échange importante, même si le dollar reste largement dominant. Cependant, l'Europe pâtit de son intégration inachevée qui l'empêche de peser sur les grandes décisions mondiales. Elle a du mal à parler d'une seule voix. La création d'un haut représentant de l'Union européenne n'a pas suffi à faire de l'Europe une puissance politique capable d'imposer son point de vue. Les États membres restent jaloux de leurs prérogatives et de leur indépendance, notamment en matière de politique extérieure, diplomatie, engagement militaire, etc. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc la construction européenne vers un continent intégré, vous voyez que on y arrive, mais c'est pas encore parfait. Tout d'abord, l'Europe, une construction du XXe siècle, le contexte de l'après-guerre favorable à la construction européenne, création de la CECA et de la CED, les premiers pas de l'Europe en construction. Puis, la CE, socle de la construction européenne en 1957, qui crée un marché commun, qui met en place des politiques communes et intègre les territoires avec la PAC, la FEDER, etc. Mais encore beaucoup de débats sur la souveraineté de chacun de ces territoires. Et enfin, vers une Europe plus intégrée, grâce au traité de Maastricht en 1992, qui a créé la citoyenneté européenne, l'UEM, le PSC, etc. La Convention Schengen pour le libre-échange et le traité de Lisbonne pour une intégration plus forte des États membres. Voilà. N'hésitez pas à aller regarder cette petite vidéo-là pour réviser cette partie de chapitre et également à créer votre carte mentale. Je vous ai mis un exemple ici en vidéo. Également, dans votre livre, vous avez ce schéma-là qui peut vous aider à retenir mieux tout ce que l'on vient de voir. Donc, un contexte favorable après 45, la construction européenne depuis 45, mais encore des défis aujourd'hui. Ou encore ce schéma-là. Donc, le schéma-là correspond justement à la vidéo ici, carte mentale, hein, vimeopro.com. Donc, on vous montre justement comment la construire. Voilà. Habituez-vous vraiment à construire cela, ça vous aidera beaucoup pour la suite des études, en histoire-géographie en tout cas. Donc en fin de compte, si on peut résumer également ça sous forme d'un schéma mais chronologique, voilà un exemple. Les grandes étapes à retenir, pourquoi faire et les personnages importants de la construction. N'hésitez pas à le refaire ce schéma. Lu en 2013, petit rappel. Et elle continue encore à grandir aujourd'hui, bien entendu. Voilà. Les symboles de l'UE sont bien entendu le drapeau, l'hymne, l'euro, la devise et la journée de l'Europe. L'Europe des 6 en 1957. L'Europe des 9 en 1973. L'Europe des 10 en 1981. L'Europe des 12 en 1986. Voilà. 92 avec la réunification. L'Europe des 15 en 1995. L'Europe des 25 en 2004. L'Europe des 27 en 2007. L'Europe des 28 en 2013. Voilà. Et donc l'Europe des 35 aujourd'hui. Petit rappel de méthodologie sur le paragraphe argumenté. Je vous rappelle que vous deviez être évalué là-dessus et que l'année prochaine, ce sera quelque chose, on va dire, d'obligatoire à faire. Donc, les critères de réussite d'un développement construit. Je respecte la forme d'un développement construit, ça je fais un alinéa au début de chaque partie, j'insère des sauts de ligne, j'utilise des mots de liaison, je soigne l'orthographe et l'expression. Je sais rédiger une introduction, je sais présenter le sujet en quelques phrases, je sais formuler une problématique en lien avec le sujet. En histoire-géographie, n'oubliez toujours pas de cadrer au niveau chronologique et géographique. Je sais rédiger un développement. Je sais rédiger un développement en plusieurs parties. On revient à la ligne pour chaque idée. Et à chaque fois, chaque idée doit être illustrée par un exemple. J'utilise mes connaissances à bon escient et j'illustre les faits par des exemples. Je sais rédiger une conclusion. Je sais rédiger une phrase de conclusion qui répond à la problématique. Introduction pour ce chapitre, par exemple. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de reconstruction et pour répondre aux premières tensions nées de la guerre froide, naît un projet ayant pour but de faire de l'Europe de l'Ouest un espace de paix, de liberté et de prospérité. Comment le projet européen a-t-il mis en œuvre? A-t-il mis en œuvre? Donc toujours, voilà, on insère également cette question dans l'introduction. Question à laquelle on doit absolument répondre dans le développement. Enfin, amener les éléments dans le développement et répondre dans la conclusion, pardon. Donc développement. Tout d'abord, pour garantir une paix franco-allemande durable, 6 États européens se rapprochent. En 1951, la France, la RFA, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas mettent en commun leur production de charbon et d'acier. Devant ce succès, en 1957, les 6 signent le traité de Rome et fondent la Communauté économique européenne, appelée CEE, créant un vaste marché commun. En plus, des institutions politiques voient le jour. De 1957 à 1992, la CEE s'élargit avec l'adhésion de nouveaux États. En 1992, la signature du traité de Maastricht marque une volonté d'approfondissement avec de nouveaux domaines d'action. L'Union européenne est créée avec l'instauration d'une monnaie commune, l'euro, et l'établissement d'une citoyenneté européenne.
De plus, après la chute du mur de Berlin, l'Union européenne s'ouvre aux pays d'Europe de l'Est, réunifiant le continent. Entre 2004 et 2013, 13 nouveaux États, majoritairement d'anciens pays communistes, intègrent ainsi l'Union européenne. Mais l'élargissement de l'Union européenne fragilise sa cohésion avec une Europe à plusieurs vitesses. Des divergences apparaissent dans de nombreux domaines. Les citoyens sont aussi plus critiques et expriment leurs doutes, comme lors du référendum sur la Constitution 2005. Enfin, des crises secouent l'Union européenne, comme la crise financière de 2008, avec la question de la sortie de la Grèce de l'Union, ou encore celle de l'accueil des migrants plus récemment. Ainsi, depuis 1945, l'Union européenne a réussi à créer un espace de paix, mais doit répondre à de nouveaux défis, comme par exemple, en juin 2016, le choix des électeurs britanniques de quitter l'Union. Voilà, un exemple. Voilà, on s'arrête ici les filles, pour ce chapitre en tout cas. Merci, à très vite, travaillez bien, portez-vous bien. Au revoir.